Bonjour Julien de Normandie. Bonjour. La France a connu hier une troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Alors, les manifestations étaient nettement moins fournies que les jours précédents. Le ministère de la fonction publique n'a même pas communiqué de taux de grévistes dans l'administration. On a ce matin un tout petit peu de métro en plus à Paris. Est-ce que vous soufflez un peu au gouvernement ou alors est-ce qu'il serait très imprudent de parier déjà sur un essoufflement du mouvement ? Non, je crois qu'on est surtout très concentré pour, d'une part, mettre en œuvre cette réforme des retraites qui est extrêmement importante parce qu'elle donne des droits nouveaux, des acquis sociaux nouveaux pour beaucoup, notamment pour les femmes, pour les personnes qui ont des petites retraites. Donc une réforme qui est incroyablement importante pour la société. Et en même temps, on est ouvert, le Premier ministre l'a dit, la main tendue, la porte ouverte aux organisations syndicales pour qu'on puisse poursuivre la discussion et au final trouver un chemin d'entente et mettre en œuvre cette réforme ô combien importante pour les Français. Alors vous l'avez dit, Édouard Philippe invite les syndicats à reprendre le dialogue avec lui la semaine prochaine. Qu'est-ce qui est susceptible de bouger dans le projet que le Premier ministre a dévoilé avant-hier ? Alors vous avez aujourd'hui des organisations syndicales qui sont très divisées entre elles d'ailleurs. Elles n'ont pas la même position. Aujourd'hui, on a notamment avec les organisations syndicales dites progressistes, on est d'accord sur la philosophie de la réforme. En fait, on est d'accord sur le point d'arrivée. On est d'accord sur ces nouveaux acquis sociaux que la réforme des retraites va pouvoir donner. Cet minimum de pension à 1 000 € pour toutes les personnes qui auront travaillé suffisamment d'années. Le fait de pouvoir arrêter cette différence insupportable de pension entre les femmes et les hommes. Le fait de pouvoir comptabiliser chaque heure travaillée déjà des droits à la retraite, ce qui est fondamentalement quelque chose de nouveau. Le fait d'arrêter les régimes spéciaux. Et tout ça avec beaucoup d'organisations syndicales dites progressistes, on est d'accord. Ça, c'est les points sur lesquels effectivement vous êtes déjà d'accord. Sur quoi vous pouvez vous rapprocher ? Il y a un point sur lequel il faut qu'on s'accorde, c'est est-ce que lorsqu'on met en œuvre cette nouvelle réforme, est-ce qu'on a un système à l'équilibre ou pas ? Et nous, notre responsabilité au sein du gouvernement, c'est de dire il ne nous paraît pas possible de faire une réforme si le système n'est pas à l'équilibre. Et je crois que toutes celles et ceux qui nous écoutent le comprennent bien. Ce serait irresponsable pour un gouvernement de dire écoutez, on ouvre de nouveaux droits, on donne donc de nouvelles possibilités. On fait peser ça, d'ailleurs, sur le budget de manière générale et sur les cotisations de manière particulière. Et puis, on n'explique pas comment tout ça est financé. Pire, on se dit ceux qui financent, si nous n'en sommes pas capables, ce seront nos enfants ou nos petits-enfants. Ça, c'est pas sérieux. Et donc, il nous reste à nous mettre d'accord sur comment pouvons-nous atteindre cet équilibre auquel le gouvernement est très attaché ? Mais alors justement, c'est en décidant de ces mesures d'économie et de les ajouter à la construction du grand régime universel que vous êtes fâché avec Laurent Berger. Est-ce qu'il est récupérable, Laurent Berger, et à quel prix ? Je pense, et moi je salue d'ailleurs toujours sa volonté de discuter. Il l'a redit encore hier, qu'on n'était pas d'accord sur cette question de l'équilibre et comment atteindre l'équilibre, mais qu'il était évidemment toujours ouvert à s'asseoir à la table des discussions pour pouvoir avancer. Mais lui, il dit, la Spijobo, j'en veux pas, même à 63 ans, donc comment on sort de ça ? Nous, on a fait une proposition, et je crois qu'on ne peut pas être plus clair dessus. On a dit, on tient cet équilibre, parce qu'encore une fois, je pense que nous ne serions pas crédibles vis-à-vis des Français si on ouvrait de nouveaux droits sans expliquer comment on les finance. Et on a dit, pour faire ça, vous avez 3 possibilités. Soit vous diminuez les pensions et personne ne le veut. Soit vous augmentez les cotisations et on n'en veut pas. Soit vous avez une 3e possibilité, c'est de travailler progressivement un peu plus longtemps. C'est ça, la CFDT n'en veut pas. C'est ça l'âge d'équilibre. Et ça, la CFDT, aujourd'hui, n'en veut pas. Mais on a dit, nous, on vous propose ce système-là, c'est-à-dire d'introduire cet âge d'équilibre à 64 ans, qui prend en compte la réalité du moment, parce qu'aujourd'hui, au régime général, en moyenne, les personnes partent à 63 ans et demi. Et on a dit aux partenaires sociaux, vous allez être au centre de la gouvernance de ce nouveau système. Si, dans les prochains mois, vous trouvez un système pour atteindre l'équilibre qui soit meilleur que celui que nous proposons, on prend le vôtre. C'est une proposition on ne peut plus claire, formulée par le Premier ministre directement aux partenaires sociaux. Sauf qu'on ne voit pas bien à quoi ça pourrait ressembler. Vous avez dit baisse des pensions, non. Hausse des cotisations, non. Ça génère du chômage, etc. Et la CFDT dit travailler plus longtemps, non. Ça va être ça les discussions. Alors ça, c'est les 3 grands axes. Après, évidemment, ce sont des discussions qui parfois sont
d'une technicité très pointue. Mais on va faire ces discussions. Le Premier ministre a appelé les organisations syndicales dès hier pour continuer les discussions. Je crois qu'il nous reste à nous mettre d'accord sur ce point d'équilibre. Mais je note, et c'est toujours important de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, je note quand même qu'au moment et depuis le début de cette interview, on parle de la question de l'équilibre. Mais enfin, derrière, il y a une réforme d'ampleur, de justice sociale, qui ouvre de nouveaux droits et sur lequel, dans la philosophie, dans le point d'arrivée, si je puis dire, nous sommes d'accord d'ailleurs avec les organisations syndicales dites progressistes. Et donc moi j'insiste dessus parce que ce que nous proposons aujourd'hui, c'est une véritable avancée pour les Français. On va permettre avec cette réforme d'arrêter un certain nombre d'inégalités insupportables. Et je vais même aller plus loin. Quand je vois hier la proposition faite par les Républicains, leur réforme des retraites, c'est quoi? C'est dire, on va appliquer les mêmes recettes que nous faisons depuis 10 ans. Âge légal vers 64, 65 ans. On va allonger l'âge légal pour aller jusqu'à 65 ans. C'est, d'une part, réemployer les mêmes recettes qui aujourd'hui nous ont conduit au système actuel où il y a ces inégalités. D'autre part, ne pas avoir le courage d'aller apporter des solutions nouvelles pour lutter contre ces inégalités comme le minimum contributif. Et puis, enfin, c'est d'une brutalité sans nom. Et donc moi je suis très fier de la réforme que nous portons, qui fait suite à 2 ans de discussion, parce que je pense que c'est une réforme à la fois sociale et responsable. Mais finalement, pour le gouvernement, est-ce que c'est si important que ça de faire revenir dans le jeu les syndicats réformistes, ou est-ce que le point crucial, c'est de décrocher, entre guillemets, les conducteurs de train et de métro? Non, moi je crois beaucoup à la concertation, à la co-construction. Qu'est-ce qui est fondamental pour nous, à la fin des fins? C'est qu'on puisse mettre en œuvre cette réforme sociale et responsable. C'est ni plus ni moins. Et moi, je crois que dans cet esprit de dialogue, le Premier ministre l'a très bien résumé, il est ferme sur les principes, sur le contenu de la réforme, mais il n'est absolument pas fermé dans la discussion. Donc, moi, j'ai une seule boussole, c'est à la fin des fins, mettre en œuvre cette réforme sociale dans un esprit responsable. Maintenant, les partenaires sociaux, encore une fois, on leur a tendu la main en leur disant « Nous, on vous propose une solution, c'est ce qu'inclura la loi cadre. Si vous trouvez une meilleure solution permettant d'avoir cet équilibre, eh ben on prend. » Je crois que c'est ça aussi une démocratie sociale. Donc ça va se régler comment? Profession par profession? Vous avez fait des concessions assez considérables sur l'âge, par exemple. Aucun conducteur de train, de métro de plus de 35 ans concerné par la réforme? On a dit de manière principielle, si je peux dire, pour tous, les personnes qui aujourd'hui sont à 17 ans de leur départ à la retraite ne sont pas concernées par la réforme. Pourquoi on fait ça? Parce que, encore une fois, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure sur la brutalité ou non. Le Premier ministre a été très clair dessus. Ce sont des changements parfois en profondeur. Justement, j'évoquais les Républicains tout à l'heure qui font la même chose qu'ils font depuis 10 ans, appliquer les mêmes recettes qui ne donnent à la fin que les mêmes résultats. Parce qu'il est inimaginable que de croire qu'à recette analogue, on aura des résultats différents. Nous, on a essayé d'aller changer les choses en profondeur. Donc, ça implique des mutations, ça implique des changements, ça implique des inquiétudes et on les entend. Et donc, face à ces inquiétudes, on a décidé de le faire progressivement. C'est pour ça qu'on a dit, on le fait pour les personnes qui, aujourd'hui, sont à plus de 17 ans du départ à la retraite. Vous craignez que les transports restent paralysés au moment des vacances de Noël? La CGT cheminot dit pas de trêve. Oui, bien entendu. Et d'ailleurs, je pense que ça n'est pas responsable de tenir de tels propos. Pas responsable, parce qu'on sait tous que ces fêtes sont des moments ô combien importants, et c'est-à-dire qu'il y a une galère du quotidien, parce qu'aujourd'hui, c'est une véritable galère pour beaucoup de Français, beaucoup de Franciliens, mais de Français aussi, s'ajoute une menace sur ces trêves de fin d'année, ces moments familiaux ou d'échange. Donc, c'est à mes yeux des menaces qui ne sont pas responsables, mais surtout, pour moi, je pense qu'il est important que tous les partenaires sociaux reprennent les discussions. Alors en revanche, les syndicats de la police ont déclaré hier soir suspendre leur mouvement après avoir obtenu que les policiers puissent continuer à partir en retraite plus tôt que le reste de la population, y compris ceux qui font un travail administratif. Le gouvernement a cédé au chantage au maintien de l'ordre avant les prochaines manifestations. Non, mais vous savez, c'est très intéressant de votre question, parce que ça fait des semaines et des semaines avant que nous présentions, comme nous l'avons fait il y a 2 jours, les détails techniques de la réforme. Et ça fait des semaines et des semaines qu'on dit, par exemple, dans la police, la dangerosité sera prise en compte. Et quand on est dans les bureaux, elle n'est pas évidente. Mais c'était un point très important mis en avant par les policiers.
Et il y a eu des drames. Souvenez-vous, il y a quelques mois, ce couple de policiers, malheureusement, ayant subi un drame à Magnanville. Enfin, la question, c'est d'assurer leur sécurité. Pardon, quelle est la logique de mêler ça à la retraite? Mais parce que c'était lié à leur statut. C'était lié à leur métier. C'était lié au fait qu'ils sont policiers au bureau, mais ils sont policiers aussi dans la vie civile. Et donc, on a toujours dit aux policiers, la dangerosité de votre métier, on la prendra en compte. On a fini les discussions et ça a permis aujourd'hui d'avoir le syndicat de police qui s'est exprimé positivement. Mais moi, je pense que ce sera exactement la même chose, par exemple, avec le corps enseignant. Vous avez quand même agi sous la menace en ce qui concerne la police. Il y avait des arrêts de travail qui commençaient à se multiplier. Mais vous voyez, c'est ça qui est formidable, c'est que je pense que pendant plusieurs jours, nous n'avons pas été crus sur ce que nous disions, alors que nous sommes en train de faire précisément ce que nous avons dit que nous allions faire. Que ce soit pour la police en disant on prendra en compte la dangerosité. Il y avait un point qui restait, enfin un point qui était de savoir est-ce que la dangerosité c'est lié à votre statut tous les jours ou lié uniquement à votre statut quand vous êtes en activité. Il restait ce point-là à discuter qui a été discuté. Les enseignants, c'est pareil. Les enseignants, au final, seront des grands gagnants dans la réforme. Parce qu'on s'est engagé à faire en sorte qu'ils ne perdent pas 1 euro dans leur pension, pas 1 euro, les pensions seront maintenues, et on s'est engagé pour ce faire à ce que la rémunération des enseignants soit augmentée. Jusqu'à présent, on n'a pas été cru sur ce point-là. Tout comme les policiers. Les policiers Pourquoi vous n'avez pas été cru? Parce que je pense qu'il y a une sorte de défiance dans les paroles publiques ou dans les paroles des corps intermédiaires. Ou envers Emmanuel Macron? Non, je pense que c'est vrai pour les personnes, le personnel politique, c'est vrai aussi pour les syndicats, c'est vrai en fait pour ce qu'on appelle les corps intermédiaires de manière générale. Et moi je pense que c'est de notre responsabilité, vous savez, à toujours faire en sorte que ce que vous avez dit que vous alliez faire, vous le mettez réellement en œuvre. On l'a fait pour les policiers, on va le faire pour le corps enseignant, qui encore une fois seront des grands gagnants dans cette réforme. Un dernier point d'un mot, Édouard Philippe n'a communiqué aucun chiffrage de la réforme quand il l'a dévoilé mercredi. Est-ce qu'on est vraiment assuré que sur la durée, les comptes de ce futur régime universel seront équilibrés? Non seulement, et c'est justement le point de discussion qui aujourd'hui est un point d'achoppement avec certaines personnes, notamment certains syndicats. C'est que nous, notre responsabilité, c'est de s'assurer que cette réforme sera à l'équilibre. Quand est-ce qu'on aura une évaluation de tout ça? On aura un projet de loi qui sera débattu à partir du mois de février dans les chambres et qui permettra d'avoir également l'ensemble des détails financiers. Mais enfin, les détails financiers, il y en a beaucoup qu'on connaît dès maintenant. Quand vous avez les rapports de ce fameux corps, ce comité d'orientation des retraites, c'est un rapport qui met en avant tous les aspects financiers du régime de retraite aujourd'hui. Et puis au fur et à mesure qu'on finalisera les discussions avec les entreprises, avec les différents corps de métier, on pourra affiner les impacts financiers pour les uns, pour les autres. Merci beaucoup Julien Denormandie. Merci à vous.